GMD, donc il va falloir s'y habituer. Hein. GMD, donc c'est un sigle évocateur, un sigle d'actualité. On en parlera bien sûr dans d'autres numéros de cette émission. Mais avant, nous recevons aujourd'hui dans cette seconde partie de l'émission autour de la transition, M. Ansoumane Toumani Kamara, directeur donc des relations publiques des forces armées guinéennes, avec qui nous parlerons bien sûr de l'an 67 de ces forces armées, avec bien sûr ce thème, 67 ans d'engagement au service, n'est-ce pas, de la stabilité et du développement national. Monsieur Kamara, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est un devoir et merci de nous inviter régulièrement à chaque occasion fondamentale de l'armée. Nous sommes là pour parler avec vous, parler avec vos téléspectateurs et merci de l'intérêt que vous accordez aux forces armées guinéennes. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent naturellement qu'ils peuvent continuer à interagir avec nous en nous envoyant leurs questions via le 622 12 92 41 pour poser des questions certainement à notre invité ou apporter leur contribution. Oui, Mohamed Bari. Alors, on le rappelait, l'événement est spécial. L'armée guinéenne célèbre ses 67 ans d'existence. Alors, vous, en tant que directeur également de la DIRPA, que représente cette célébration pour vous? Bien, merci. Cette célébration représente une fierté, mais de mémoire aussi et de défi. Mémoire dans la mesure où l'occasion a été mise à profit pour se rappeler de ces Guinéens, de ces militaires, tout corps confondus, qui sont tombés sur les différents champs de bataille pour honorer le drapeau guinéen, pour l'intégrité du territoire national, mais aussi qui sont tombés sur les champs de bataille de plusieurs pays africains. Nous sommes le seul pays en Afrique ayant intervenu dans 15 pays de l'Afrique. Aucun pays de l'Afrique ne l'a fait. Et ça a été l'occasion, tout récemment, pour l'Angola, à l'occasion des 50 ans de son indépendance, d'inviter plutôt 6 vétérans guinéens, des combattants de la guerre d'Angola. Ils ont été invités et ils ont été décorés avec tous les mots aimables à l'endroit de la Guinée et de ses dirigeants. Et ça a été une occasion pour ces soldats de dire notre souhait le plus ardent aujourd'hui, que nos compagnons qui sont tombés en Angola, ils étaient au nombre de 3, que leur tombe soit réhabilitée et restaurée. Et le président angolais a favorablement accueilli cette demande et ça a été directement mis en exécution. Et dans les jours à venir, il s'engage aussi à faire des distinctions pour les dirigeants guinéens d'alors, le feu Ahmed Sékou Touré, et les dirigeants actuels pour tout ce qu'ils ont eu à faire dans la libération de l'Angola et dans le raffermissement des coopérations multidimensionnelles entre l'Angola et la Guinée. Donc voilà un peu l'occasion. Nous parlons aussi de défis, puisque de 1958 jusqu'à date, l'armée guinéenne a eu à poser beaucoup de jalons. Ces jalons ont été posés. Il y a des facteurs positifs, il y a des facteurs négatifs, mais à l'heure actuelle, il y a aussi ce défi sécuritaire dans la sous-région. L'armée se met en question pour relever tous ces défis. Donc, c'est encore une occasion de poser ces défis et de se dire, voilà, nous sommes dans une sous-région où nous sommes pour le moment le havre de paix, et ce havre de paix doit continuer et la stabilité doit régner en Guinée, le développement doit régner en Guinée. C'est ce qui a valu le thème de la stabilité au développement, un engagement continu. Donc c'est sous cet angle que la célébration a été faite, puisqu'il est dans la plupart des mémoires ou des débats, on pense que l'armée ne produit pas. L'armée produit. L'armée produit de 1958 jusqu'à date. L'armée produit. L'armée participe à la consolidation de l'économie nationale, mais d'une manière désintéressée. Nous posons des actes, on n'est pas vu. Nous ne faisons pas de tapage autour de ce que nous posons comme acte, mais l'armée a toujours été là pour appuyer, pour solidifier, puisque qui parle de développement économique parle de paix d'abord. Tout à fait, tout à fait. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la stabilité, il n'y en a pas.
Et l'armée a assumé ce rôle régalien de 58 à date. Ouais. Donc voilà un peu la thématique. Tout à fait. Lors de votre en tout cas, intervention, vous avez fait mention bien sûr des premiers présidents de la République de Guinée, voilà, au premier rang desquels le président, donc le feu camarade Ahmed Sékou Touré, qui naturellement que nous allons suivre à présent dans cet extrait que nous propose la régie, où le président donc parle de des forces armées guinéennes. En novembre, les militants en uniforme de l'armée populaire guinéenne, contrairement à l'improductivité des troupes coloniales et mercenaires, sont activement occupés dans les diverses unités de production créées et gérées par notre armée, notamment dans les travaux de génie civil et d'agriculture où sont efficacement utilisés la plupart des militaires guinéens. Donc l'armée guinéenne, vous l'évoquiez tantôt, qui s'est impliquée dans le développement de la Guinée. Quand on suit un extrait du premier président de la Guinée indépendante, faisant mention bien sûr de la contribution significative de l'armée au développement national, quelle réaction on peut avoir? Bien, cela m'amène à dire que le slogan du général Mamadi Doumbouya, s'inspirer du passé pour construire l'avenir ensemble, n'est pas un vain mot. Quand vous regardez ça, cette déclaration date de 1970, mais bien avant 1970. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant le référendum 1958, l'armée a joué un rôle stratégique, ignoré par beaucoup de Guinéens. Il y a ce que nous avons appelé le vote blanc de l'armée. À l'époque, les militaires guinéens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons voter oui pour la colonisation. Une manière de tromper le colonisateur pour lui dire que oui, si l'armée a dit ceci, ça veut dire que toute la population va suivre. Okay. Donc l'armée a joué cette stratégie que nous avons appelée le vote blanc de l'armée, et cela a rassuré le colonisateur pour dire que oui, le peuple va suivre la ligne donnée par l'armée. Par contre, la consigne était là. Ça, c'est le premier engagement de l'armée pour avoir l'indépendance. C'est ignoré par beaucoup de Guinéens. C'est pas sûr du grand public. C'est pas sûr du grand public. Donc, le vote blanc de l'armée, ça, c'est en 1958. D'accord. Bien, on a eu l'indépendance. Quand est-ce que ce pouvoir civil, ce jeune gouvernement a eu l'assurance que le peuple est derrière, que l'indépendance est réellement acquise? C'est quand le président Sékou Touré est parti au camp Alpha Yaya, rencontrer les militaires. Il a été ovationné, soulevé par les militaires pour dire que allez-y, nous sommes derrière vous. C'est là où la vraie indépendance de la Guinée est partie. Oui, tout à fait. Et de 1958 jusqu'à date, cette armée est restée fidèle. Nous nous sommes approchés des historiens, des témoins de l'histoire, des compagnons d'indépendance. Toutes les implications de l'armée dans la vie politique étaient faites dans la justesse des choses, étant le garant de la survie de l'État. Tout à fait. En 1984, selon un témoin des faits, la prise du pouvoir par l'armée n'était pas de l'intention de l'armée, mais elle a été contrainte de le faire. Pour sauver la stabilité du pays. Non, la stabilité, mais elle a été entraînée par une puissance qui l'a amenée à prendre le pouvoir. Nous pouvons vous envoyer l'extrait de ce témoin de l'histoire. Ok. Très bien. Nous allons aussi, puisque nous sommes dans l'histoire, suivre un autre extrait que nous propose la régie. C'est cette fois-ci celui du général Lansana Conté, un soldat qui, naturellement, qui a dirigé la Guinée. Nous allons suivre cet extrait. On se retrouve pour la suite de cette émission. Nous sommes là pour servir le peuple. Nous devons nous comporter d'une manière exemplaire. Donc nous devons travailler. Nous devons nous organiser pour travailler. Le ministre de la Défense l'a dit tout à l'heure. Il faut que vous soyez intégrés dans le développement économique de notre pays.
Donc, que ce soit le président Ahmed Sékou Touré et le feu général Lansana Conté, nous prions pour le repos de leur âme. Alors, tous ces deux présidents, vous l'avez suivi, ont insisté à ce que l'armée continue sa participation pour le développement de la Guinée. Et ce sont des discours quand même qui, aujourd'hui, ont été traduits dans les faits, au regard, bien sûr, des différentes contributions que vous évoquiez tantôt. Non, oui, ce sont des réalités. Au temps du général Lansana Conté, Ahmed Sékou Touré a parlé du génie militaire. Ouais. Il a parlé aussi de l'agriculture. À l'époque, en 1958, la route la route Mamou-Farana n'était pas une route. C'est l'armée qui l'a ouverte. Le trajet Mamou-Farana, c'est l'armée qui a ouvert cette route et fait de cela une route nationale. Okay. Avant, on quittait Mamou pour venir à Daboula, Farana, Kissidougou. Le trajet là n'existait pas. Beaucoup de routes à Conakry ici ont été faites par l'armée. Et traduisant, c'est en acte les discours. En acte concret. Tout à fait. Et sur le plan agricole, l'armée était impliquée dans l'agriculture. L'armée était dans l'agriculture au temps de la Révolution. Le même schéma a été réédité par le général Lansana Conté. Lui-même était le paysan agriculteur, le président agriculteur. Tout à fait. Pour montrer que oui, ce que j'ai appris hier, je ne dois pas laisser. Il a continué sur le même schéma et il a invité tous les Guinéens à s'impliquer dans l'agriculture, que la terre ne trahit pas. Tout à fait, tout à fait. Et à date, dans le volet agricole, le général Mamadi Doumbouya a eu à équiper les unités agricoles d'équipements modernes. Certainement, vous devez avoir les images ici. Ouais. Il y a des équipements militaires et en 2025, on a eu à faire 600 hectares de riz à Koundian, à Dinguiraï, dans la plaine de Koundian. Oui, à Monchon et à Tindo. Cette année, nous sommes à plus de 700 hectares de riz encore mis en valeur. Tout ça, c'est pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Okay. Mais le plus souvent, à votre niveau ici, au niveau de l'Assemblée, on qualifie l'armée de budgétivore. Oui, mais c'est bien au contraire. Oui. Ce que nous faisons est plus que certains départements. Oui. Nous garantissons tout le monde. Nous imposons la stabilité, nous imposons l'intégrité, le respect de l'intégrité territoriale. Et nous permettons à tous les acteurs du développement national de faire leur travail sans être inquiétés, sans être empêchés. Ça, c'est la plus grande contribution. Deuxièmement, nous participons à l'économie nationale. Je parlais de l'agriculture. Oui, à l'instant même, à la télé parlementaire, pour ceux qui suivent, nous avons ces images. Ces images, c'est du concret. Ouais. Ceux qui sont curieux, on peut les amener sur les 4 unités agricoles. Actuellement, les riz ont bien poussé. Nous acheminons maintenant vers la récolte. Okay. Donc, pour dire que l'armée est dedans, l'armée est dans l'agriculture. Bien. Et si vous prenez la production vestimentaire, c'est encore une autre fierté. Les usines militaires que vous voyez devant vous, les mannequins là, les tenues actuelles ne sont plus commandées ailleurs. Tout est produit sur place. Et ça a commencé à partir de l'arrivée du CNRD. Il y a eu... Ça a été relancé. Ça a commencé au temps de la Révolution. Okay. Avec les Allemands. Au temps du général Lansana Conté, il y a eu une relance partielle. Avec le président Alpha Condé, il y a eu la relance avec les Turcs, qui n'a pas tellement abouti. Et avec le général Mamadi Doumbouya, il y a eu la vraie relance avec des équipements adéquats, des équipements certifiés. Tout ce que nous produisons ici, toutes ces tenues-là, ce sont des tenues certifiées. Vous pouvez les prendre ici, envoyer dans n'importe quel pays. Ça peut être accepté dans la mesure où les tissus sont certifiés, les machines sont certifiées et la production, tout ce qui arrive mérite d'être certifié. Puisque si vous envoyez un fil qui n'est pas certifié, vous mettez, la machine ne va jamais accepter. Avec nos partenaires thaïlandais, c'est la règle. Si vous faites un travail, ce n'est pas bien fait, la machine ne va pas valider. Okay. C'est
directement, vous avez un tableau devant c'est vous. paramétré, vous Tout voulez dire, travailleur a quelque chose. Dès que vous dites que vous avez fini, vous appuyez sur le bouton, la machine dit OK. Si ça dit non, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal que vous avez eu à faire. Donc voilà, aujourd'hui, l'armée n'achète plus la tenue. À chaque période, il y a la dotation gratuite pour chaque soldat, tous les corps. Ça, c'est une fierté nationale, dans la mesure où, avant la relance effective, supposons une tenue était achetée à 700 000. 700 000 par tenue à l'exportation. Oui, le complet. Ou, le complet, oui. c'est-à-dire que c'est une supposition. À date, cette même tenue est produite à 300 francs. Vous voyez le gap. 700, 400 et 300. 700, 300. Il y a 400 francs de gap et tout cela maintenant rentre dans la caisse de l'État. Puisque l'armée vit du contribuable. Donc ça veut dire que l'armée est en train de faire quelque chose qui apporte à l'économie nationale. Bien. Allez-y, Sani Kijane. Monsieur le directeur, vraiment, en parlant de l'armée guinéenne, on en est fiers. Merci. Et on doit être fiers. Maintenant, depuis l'avènement du CNRD, plusieurs réformes ont été engagées au sein des forces armées. Pouvez-vous nous en parler de quelques réformes phares? Quelques réformes phares. Ouais, sous le magistère. En dehors de ce que vous avez déjà dit par rapport aux usines. Parce que déjà... bon, d'accord. Au-delà de l'harmonisation des tenues, il y a le volet formation. Je l'ai dit ici, il y a des écoles qui ont été ouvertes au temps du CNRD qui n'ont jamais existé depuis notre indépendance. Parmi ces écoles, c'est l'école préparatoire technique que nous appelons communément Prytanée militaire. Cette école n'a jamais existé. Deuxièmement, il y a l'école d'état-major. C'est l'un des niveaux élevés de formation des officiers guinéens. Nous étions obligés d'aller ailleurs pour la formation. Cette école a ouvert ses portes et elle continue. La 5e promotion commence cette année. Bien. Il y a l'école de Manéa. À Manéa, il y a un volet où les gens partaient ailleurs pour se former. L'école là, elle est ouverte et elle reçoit. Alors, il y a également l'école de Falessade. Armes et munitions. Nous partions ailleurs pour comprendre les munitions, pour comprendre les armes. L'école là est ouverte. Mais la singularité au niveau de toutes ces écoles, à quelques années seulement de leur ouverture, nous sommes envahis, on ne dira pas envahis, mais nous avons pu attirer encore d'autres nationalités. Actuellement, il y a des Marocains qui sont en Guinée pour la formation dans ces écoles. Des Togolais sont là, des Camerounais sont là, des Tchadiens sont là, des Béninois, des Maliens, des Sénégalais. Ça veut dire qu'il y a de la rigueur, il y a le niveau, la qualité de la formation donne du goût à tous ceux qui viennent. Puisque si cette année, nous avons reçu un Marocain, à son retour, il dira, il faut venir en Guinée. Au lieu d'aller en Europe, venez en Guinée, vous aurez la bonne formation. Alors, il y a aussi cet autre fait nouveau pour la nouvelle génération, même si au temps de la Révolution, ça existait. C'est un peu le programme d'induction civilo-militaire qui, aujourd'hui, quand même est une grande nouveauté, la gouvernance du CNRD. Dites-nous, quel est l'objectif principal également de ce programme? Bien, merci. Ça, c'est un volet important. Vous avez créé cette télévision qui, aujourd'hui, attire beaucoup de monde. Vous avez beaucoup de téléspectateurs. C'est compte tenu de la qualité. Vous faites face aux besoins de la population. Ce qu'ils cherchent, ce que les auditeurs, les téléspectateurs cherchent. Ailleurs, ils ne trouvent pas. Ils viennent chez vous, ils trouvent. Mais qui produit? C'est le personnel. Si le personnel n'est pas qualifié, il ne pourra jamais satisfaire l'auditoire ou le téléspectateur. Tout à fait. Donc le volet formation constitue un aspect important. Si nous prenons le cas guinéen, Dieu nous a dotés de tous les atouts naturels
nous sommes un scandale géologique. Nous avons toutes les ressources enviées du monde. Mais il faut un capital humain capable, consciencieux, patriote. C'est pourquoi je reviens là-dessus, s'inspirer du passé pour construire l'avenir. Au temps de la Révolution, pourquoi aujourd'hui les rares cadres qui sont dans l'administration sont appréciés de par leur travail. Quand vous leur dites venez à 8h, ils sont à 7h30 au service et ils quittent à l'heure ou après l'heure. Mais nous, notre génération, c'est pas cela. Le général Mamadi Doumbouya a dit tout ce que je suis en train de construire, si nous ne formons pas le capital humain conséquemment, après nous, c'est une autre situation. C'est pourquoi il y a eu ce service militaire obligatoire qui a été réintégré dans les habitudes de l'administration publique. Voilà un peu la philosophie. Effectivement, on a vu quand même des journalistes. Et vous vous rendez compte que si vous en avez un ici, voyez son comportement. Il ne raisonne plus comme les autres, les autres commis de l'administration. Il est là à l'heure, il respecte le chef, il respecte le drapeau, c'est-à-dire qu'il respecte l'État. Et sa façon de faire est totalement différente des autres qui ne sont pas passés au camp. Alors, quelle est la seconde sens peut-être qu'on peut ouvrir pour ces futurs, pour ces militaires civils, si on peut qualifier comme ça? Vous faites la formation militaire, vous êtes agent de l'État et que par après, si vous avez une intention peut-être de finir votre carrière dans l'armée. Est-ce qu'il y a cette possibilité qui est laissée également à ces futurs cadres-là? Oui, ils sont des réservistes. des réservistes. Ils sont des réservistes. On ne le souhaite pas. S'il y a problème, on les rappelle. Mais ceux-là qui souhaitent continuer peuvent faire la demande. Les vannes sont ouvertes et à l'autorité de dire le dernier mot. Très bien. Allez-y. Monsieur le directeur, comment ce programme contribue-t-il à renforcer le lien armée-nation? Bien, c'est important. Nous avons reçu des demandes des personnes qui sont parties au camp et qui ont dit nous souhaiterions continuer dans le camp. Des fonctionnaires. Et des fonctionnaires qui sont partis. Également, il y a ces fonctionnaires-là aujourd'hui qui, quand ils voient un militaire, c'est du respect absolu. Parce qu'ils savent par où il est passé. Ils savent c'est quoi un militaire. Ne voyez pas un militaire dans la rue marcher, tu dis ah oui. Donc, l'autre volet ou l'autre objectif recherché, c'était de mieux faire comprendre à cette population civile le sacrifice ultime que consent chaque jour un militaire sur le terrain. Les membres du gouvernement ont commencé. Quand ils sont partis, ils ont vu ce qu'endurent les militaires. Le confort n'existe pas. C'est le travail quotidien, dur pour défendre la patrie. Après, on a envoyé les directeurs généraux et leurs adjoints. Eux aussi sont partis voir le travail, le sacrifice et l'amour de la patrie que le militaire a. Puisqu'on le dit souvent, n'est pas militaire qui le veut, mais qui le peut. Donc, ce qu'ils font comme sacrifice, si tous les Guinéens faisaient le même sacrifice, le pays allait avancer et beaucoup avancer. Tout à fait, oui, et on a vu quand même cette cérémonie de remise, donc de fin de stage d'induction ici au Palais du Peuple, et cette promotion a été baptisée au nom du général Mamadi Doumbouya. Très bien. Parmi les activités déroulées à l'occasion de cet anniversaire, donc l'an 67 de l'armée guinéenne, il y a eu cette campagne aussi sanitaire et gratuite qui a été menée par l'armée. Parlez-nous de cette initiative-là aussi. Bien. C'est devenu une habitude. À chaque date anniversaire de la création de l'armée, nous organisons des campagnes gratuites. C'est là, comme pour répondre d'une manière à une autre à sa question, c'est une manière de renforcer le lien entre l'armée et son peuple. Ça, c'est dans le concept armée-nation. Et l'année dernière, c'était une campagne gratuite pour les yeux. Les gens sont venus, il y en a même qui ont quitté le Sénégal. Quand l'information était passée, il y a des citoyens sénégalais qui sont venus, puisque les 2 yeux peuvent vous coûter 25 millions.
Il y en a qui sont... Donc, l'armée a offert ça gratuitement à tous les patients qui ont été enregistrés et qui ont eu la chance d'être pris en compte. Cette année, c'est plusieurs pathologies. Avec nos partenaires saoudiens, ils sont venus, l'ONG WAMI, avec le service de santé des armées. Ce travail a été fait. Il y a eu plusieurs interventions chirurgicales en cadence, et cela a permis vraiment de sauver beaucoup de personnes et de soigner beaucoup de personnes. Et ça continue au niveau de notre centre d'hémodialyse où une autre campagne gratuite de dépistage est en cours. Alors, parlons à présent de votre travail, vous personnellement, parce que quand même, c'est-à-dire que vous avez la responsabilité de la communication, de ce qu'on pourrait appeler de la grande muette, comment communiquer pour une grande muette. Deuxièmement, vous le savez quand même, aujourd'hui, dans le passé récent, il y avait certaines étiquettes posées également sur l'identité de l'armée guinéenne. Comment est-ce que vous travaillez pour améliorer cette communication de l'armée guinéenne? Bien, vous savez, à date, la communication est fondamentale pour toutes les structures. Oui, tout à fait. Surtout pour l'armée. Vous pouvez gagner un combat et le perdre dans la communication. Oui. Quelqu'un peut perdre un combat et le gagner dans la communication. L'autorité à tous les niveaux connaît cette réalité. S'il est question de communiquer, vous prenez référence à l'autorité. Je suis invité à tel endroit. Voici la thématique. Quel est le langage? Qu'est-ce qu'il faut véhiculer comme message? En fonction de cela, vous travaillez et l'autorité vous donne le go. Vous travaillez pour vraiment éclairer la lanterne des choses. Et cela est régulier. Cela, c'est avec un cycle régulier. S'il y a nécessité de communiquer, vous n'attendez pas le plus souvent. S'il y a nécessité, vous allez vers l'autorité. Il y a telle situation. Il va falloir communiquer. Vous échangez sur le contenu de la communication et vous travaillez. Tout se fait sous l'ordre de l'autorité. Dans l'armée, il n'y a pas d'initiative. L'initiative est proposée au chef et au chef de faire le go. Tout à fait, ça c'est important. Alors vous constituez en quelque sorte une sorte d'interface entre l'opinion publique et l'armée et vice-versa. Alors comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez en tout cas des structures déconcentrées au niveau des unités pour que les interactions se passent de façon assez on va dire ordonnée pour éviter qu'il y ait des cafouillages aussi dans les différentes communications? Comment tout cela est organisé au niveau de la DIRPA? Bien, au niveau de la DIRPA, à date, sans modestie, nous sommes la structure sur le maillage du territoire national. La DIRPA dépasse toute structure de communication du pays. De Conakry jusqu'au dernier point des frontières, nous avons des éléments qui remontent les informations. La première des choses que nous avons eu à faire lorsque nous sommes venus à la tête de la DIRPA, c'était d'avoir une structure actualisée de la DIRPA. Puisque l'ancienne structure ne sciait pas avec les réalités du moment. Et le ministre, l'ambassadeur Aboubacar Sidiki Kamara, nous a autorisé de travailler avec le comité sectoriel, ce qui nous a permis d'avoir une nouvelle structure de la DIRPA. À date, nous avons la direction, nous avons 3 divisions, nous avons 9 sections et des démembrements au niveau des états-majors. D'abord, au niveau de l'état-major général des armées, on a un démembrement qui est déployé. Au niveau du haut commandement de la gendarmerie, nous avons un démembrement qui est déployé. Quand vous entendez un démembrement, ça veut dire que c'est une équipe qui est là. Au niveau des états-majors particuliers, air, terre, air et mer, on a des démembrements. Au niveau des régions militaires, la même chose. Des bataillons, la même chose. Des compagnies et des PA, c'est encore les mêmes structures. Chaque matin, chacun fait la remontée des informations et ça nous permet d'informer l'autorité de ce qui se passe sur le terrain. Nous faisons aussi il y a la veille média. Il y a la veille média qui nous permet de canaliser
de répertorier. Une sorte de monitoring. C'est une sorte de monitoring que nous faisons tous les jours. Et il y a aussi notre bulletin d'information que nous appelons la synthèse de l'actualité. Ouais. Tous les jours, nous produisons cela et que nous envoyons en audio à l'interne au niveau des chefs, puisqu'ils n'ont pas le temps de suivre toutes les radios, toutes les télévisions. Ouais. Mais nous faisons chaque soir ce travail-là pour que ces autorités-là soient largement informées, Donc, donner de la bonne information. La grande miette n'est pas finalement miette. Elle n'est pas miette. Et moi, j'apprécie bien des capsules vidéo qui passent même sur Parlement TV. L'émission Douga. C'est vraiment intéressant tout ce que vous faites. Monsieur le directeur, vraiment, il y a assez d'ouverture. Il y a un rapprochement avec les citoyens. Mais comment pensez-vous que les médias peuvent aider dans cette démarche? Bien, je pense que nous sommes sur ce terrain-là. Okay. Ça veut dire que la DIRPA, qui est le pont entre l'armée et le monde extérieur, et qui est la source d'information du monde extérieur vers l'armée et de l'armée vers le monde extérieur, c'est pourquoi on dit direction de l'information et des relations publiques. Donc, nous sommes ouverts à tout partenariat, à toute collaboration pour pouvoir informer objectivement sur les réalités de l'armée. Nous sommes ouverts à tout le monde, puisque nous sommes dans un monde où la collaboration entre la population et l'armée est fondamentale. Les forces de défense et de sécurité ne peuvent jamais évoluer, avoir de bons résultats s'il n'y a pas une bonne collaboration avec la population. C'est à cette population, j'élargis un peu les choses, pour lutter contre le banditisme. Ça, c'est le domaine de la sécurité. Pour lutter efficacement contre le banditisme, il va falloir la collaboration de la population. Les bandits qui sont en ville, qui sont dans les concessions, ne sont pas dans la brousse. Ils ne sont pas sur les arbres. Et nous les connaissons. Il Vivant. suffit seulement de dire à la police, lui, il mérite votre attention. Les numéros verts existent au niveau de la gendarmerie également. Ça existe au niveau de la police. Donc, cette collaboration, elle est fondamentale. C'est pourquoi, à date, l'armée fait beaucoup de choses pour renforcer ce lien entre la population et les civils. Entre les civils et l'armée. Tout à fait. C'est pourquoi le slogan, quand vous regardez aujourd'hui, le slogan « Notre nation, notre raison d'être » est traduit dans toutes nos actions. Tout militaire produit cela dans ses actions. Pour dire que je ne peux exister sans la population. Et cette population ne peut exister sans moi. Donc, nous sommes contraints d'évoluer ensemble. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est bousculé par le temps, mais peut-être on ne saurait clore cette émission sans parler, bien sûr, des enjeux transfrontaliers avec le terrorisme, qui est une guerre asymétrique, qui nécessite une conjugaison des efforts au niveau donc, des pays limitrophes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette dynamique-là, l'armée aussi est en pole position pour réellement essayer d'interagir avec les pays limitrophes? On a vu cette patrouille mixte Guinée-Sénégal à la frontière du côté de Koundara. Est-ce qu'il y a des initiatives pareilles qui sont en train d'être mises en place? Bien, il a parlé tout de suite d'innovation. Parmi les innovations, il y a eu des nouvelles structures qui ont été mises en place. Il y a ce qu'on appelle les BOR, les bataillons opérationnels régionaux. Ce sont des bataillons au niveau de Kindia, Labé, Kankan, Zérékoré. Chaque région a son bord. Et ces bords sont chargés de surveiller 24 heures sur 24 nos frontières. Déjà, il y a les batailles, il y a les militaires qui existent au niveau de ces régions militaires, mais les bords sont venus pour justement surveiller le long des frontières. Donc, ces bords-là régulièrement mènent des patrouilles pour pouvoir surveiller et sauvegarder notre intégrité territoriale. Ça, c'est un fait réel. Il y a également des missions que l'armée a eu à organiser. Il y a eu l'opération Sili 1, Sili 2. Ce sont des patrouilles qui ont été organisées, c'est-à-dire qu'on a envoyé des militaires qui ont quitté dans toutes les positions, qui sont venus s'ajouter. Si nous venons en Zérékoré,
on s'ajoute au bord de Zérékoré, on mène la patrouille. Il y a eu également cette collaboration avec l'armée sénégalaise. Quand le ministre des Forces armées sénégalaises était venu, parmi les conclusions, c'était d'organiser une patrouille conjointe Guinée-Sénégal. Et cela a été fait. Cette patrouille a eu lieu le long de nos frontières et ça a vraiment donné des résultats dans la mesure où les Sénégalais qui sont à la frontière ont vu les militaires guinéens avec les militaires sénégalais, vice-versa. De notre côté aussi, c'était la même chose. C'est pour leur dire que ces deux unités, ces deux armées ont pour vocation de sauvegarder votre vie, de vous sauvegarder vos biens. Donc, collaborez. Si vous avez quelque chose, vous sentez quelque chose, informez-nous. Toutes les deux armées vont mutualiser les efforts. Donc, et ça a donné vraiment des résultats et cela continue. Peut-être qu'il y aura encore d'autres patrouilles conjointes avec d'autres pays voisins. Tout à fait. Alors nous arrivons au terme de cette émission. Et certainement, ils sont très nombreux, ces hommes en uniforme qui vous suivent à travers leurs différentes positions. Quel est le message que vous avez à leur endroit? Bien, moi, c'est un mot de félicitation. Je suis le mieux placé pour le dire. Étant civil, de venir travailler au sein des militaires, comprendre leurs sacrifices, comprendre les efforts qu'ils fournissent et le travail qu'ils abattent en longueur de journée, 24 heures sur 24, 7 sur 7, du 1er janvier au 31 décembre, ces militaires travaillent, hommes et femmes, pour que la Guinée garde son élan de pays exemplaire en Afrique. De 1958 jusqu'à date, aucune portion du territoire guinéen n'a été annexée. Tout à fait. Toutes les velléités ont été repoussées et farouchement repoussées. C'est le lieu de leur dire merci et dire encore que le pays compte sur eux. Et à titre d'exemple, si vous regardez tous les pays émergents aujourd'hui que nous saluons ou que nous envions, ont eu leur départ grâce aux militaires. La France est France aujourd'hui grâce au général de Gaulle qui a montré la voie à suivre. Les États-Unis, la même chose, c'est un militaire qui a fait asseoir la base du développement des États-Unis. Au niveau de l'Égypte, c'est encore un militaire qui a donné l'élan de développement de l'Égypte. Je m'arrête à ce niveau pour dire que nous sommes sur une bonne lancée et avec les militaires, nous allons asseoir les bases du développement de la Guinée pour que le pays retrouve son élan. La Guinée équatoriale, à qui la Guinée donnait à manger, puisque la nourriture de la Guinée équatoriale venait de la Guinée. Pour ceux qui ne le savent pas, mais aujourd'hui, c'est un Eldorado. Tout à fait. Tout à fait. Donc, merci, monsieur le directeur, d'avoir accepté une fois encore notre invitation parce que vous êtes très disponible lorsque nous vous sollicitons. Félicitations pour cela. Nous avons reçu, pour ceux qui nous suivent à la radio parlementaire, pour rappel, M. Ansoumane Toumani Kamara, directeur des relations publiques des armées d'IRPA, donc en abrégé, avec qui nous avons parlé, bien sûr, de la célébration de l'an 67 de la création de l'armée guinéenne. Nous avons parlé donc des différents acquis de cette grande armée de notre pays. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une excellente suite en compagnie, bien sûr, des programmes de la radio et de la télévision parlementaire. Portez-vous bien. Au revoir.